Si tu te plains que tu as eu une grosse année devant notre invité de la semaine, il risque de te donner une claque en arrière de la tête en criant « Hey! » Anish Kadat, son parcours depuis la publication de succès Rue du Plessis, ma petite noirceur, suscite débat, enthousiaste et, oui, controverse. Ça me fait très plaisir de recevoir celui qui a mis le concept de transfuge de classe au goût du jour. Salut, Jean-Philippe Plot. Salut, Hugo. Je suis très content d'être là, dans ton bunker, dans ton sous-sol, je sais pas trop. En tout cas, c'est beau. C'est le balado de l'heure. Ouais. Ici, la balado de l'heure. Ouais. Ça n'a pas été facile de te recevoir, d'ailleurs. Grosse année, occupée. C'est vrai, hein? On s'est repris par 3 fois. Ouais. Ouais, grosse année. Évidemment, j'avais pas prévu ça. On a sorti un livre, Rue du Plessis, chez Luxe, en se disant 3000 exemplaires, ça allait être suffisant pour la durée de vie du livre. 4 jours après, il n'y en avait plus. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il allait se passer de quoi. Mettons, hein? Puis ça allait m'amener jusque chez Urbania à jaser avec toi. Ouais, et là, ça veut dire que tu vas... Après ça, tu as terminé. Là, après le théâtre, après le livre, après tout ça, là, tu peux rapper. C'est la boucle est bouclée. OK. M'en va au spa après pour les 8 prochains mois. T'es-tu spa, toi? T'es-tu genre spa? Ah oui. OK, là, c'est où ton... On leur fera pas de pub, mais celui sur les desserts? non, c'est quelqu'un que je connais chez eux. Ah, il y a ça chez eux. OK. C'est très Rive-Nord, ça. Ouais, Moi, je viens de la Rive-Nord. On avait un spa. Moi, je suis très spa. C'est mon côté Rive-Nord. Okay. Là, chez nous, il était question d'avoir un spa dans la cour. Puis là, c'est une affaire, en tout cas, c'est plate. Gros débat, hein? Gros débat parce qu'il faut changer plein d'affaires pour avoir... Mais on a au moins un point en commun. C'est ça on qui aime est le cool. spa. Ouais. Et on vit dans Rosemont. Ouais, puis on a chacun un amour pour la casquette, visiblement. Oui, que toi, au moins, j'ai décidé bien de élevé. ne pas porter aujourd'hui, juste pour être rebelle un peu, parce qu'habituellement, je la porte. Tu la portes? Dans l'entrevue, là, je me suis dit... Je l'ai acheté à Toronto dans un voyage père-fils. Ben oui, une Neil Young, yes. évidemment fabriquée en Chine. Mais aimes-tu Neil Young? Oui. Ouais. Oui? Ouais. Mettons, ils viennent en show, là, tu irais jusqu'à payer des billets astronomiques pour aller voir ça? Non. Je suis rendu vieux. Je suis un jeune vieux. Je sors moins qu'avant. Ouais. Mais... Tu sortais avant? Ouais. J'ai pas l'air de ça. Mon Dieu. Laissez juger les... Je vais laisser les autres juger de ça, mais oui, quand même. Moi, j'ai déjà eu les cheveux longs, puis j'ai fait toutes sortes d'affaires. Là. OK. Puis parce qu'avec des cheveux longs, t'as pas le choix de faire toutes sortes d'affaires. Les deux vont ensemble. Mais tu sais, les années à Drummondville... Fin les secondaire, belles années de Drummond. Ouais, c'est ça. Puis au début du bac, à Québec quand même. Je sortais, ouais. Et tu faisais le Dauphin à Québec? Tu sais de quoi je parle? Le Dauphin dans Saint-Roch, un bar karaoké assez épique. Non, ça me dit rien. Non? Moi, j'étais plus dans le coin de l'Université Laval, mais... OK. Dagobert, tu sais, avec les intellectuels. Alors ça, c'était un peu douchebag. Ouais, c'est toi qui se tenait là, peut-être. Non. Moi, je viens de Saint-Eustache, mais j'étais grunge. OK. J'étais pas... À Drummond, c'était le Subway. Ouais, un bar grunge. Le bar grunge, Subway? Ouais, le Subway. OK. Fait que vous alliez faire des moves grunge sur, mettons... Ouais, moi, je me prenais pour Eddie Vedder. Là, je touche un point, hein. Non, c'est pas vrai. Ouais, T'es-tu un fan? Total. Ouais. Total, là. Ouais, ben, je vous ai pas autant que toi, là, je pense, là, mais j'aime ça. Je savais pas ça. Là, je tiens à dire qu'on n'a jamais parlé de grand-chose et pas de Pearl Jam. J'ai même écrit un texte à la radio il y a quelques mois qui s'intitulait « Mon styliste » et c'était Eddie Vedder. Ben voyons, à l'époque. Je me prenais pour lui. Moi, je me prends encore pour lui, je tiens à dire. Ouais, les cheveux, il y a un petit problème, par exemple. Là. Ça marche pas en cheveux, mais en mentalité. Tu sais, je trouve que... À moins que... Tu sais, je serais vraiment catastrophique un jour, il se fait prendre dans quelque chose... Ouais, on voudrait pas. Un peu scabreux. Tu sais, pour vrai, pour moi, c'est comme... c'est quasiment un maître à penser. Oh, toi, c'était Serge Bouchard. Moi, c'est Eddie Vedder à Serge Bouchard. Mais tu leur as pardonné tous les changements? Parce que tous les fans, les fake fans, ils ont arrêté après 3 albums. Non, moi, j'achète la totale. Là. Je peux imaginer que tout est possible en même temps, qu'on évolue. Puis, tu sais, je dis, t'as évolué, j'ai évolué. Bon. Puis, il n'y a pas trop déconné non plus, Eddie Vedder. Quand il est parti avec une mannequin plus jeune, j'ai pas aimé ça, mais maintenant, elle est rendue à 50 ans. Fait que mettons, c'est correct. Là, c'est moins pire que d'autres. Hey, je pensais pas parler de ça ici. Ben, moi, c'est mon sujet préféré. Oui, c'est pour ça que j'étais un peu lancé. Oui, mais je vais revenir. Je vais revenir parce que je sais que tu n'as pas fait tout ce chemin-là pour ça. Mais je pense que c'était mieux faire des entrevues que les subir. Tu sais, je trouve pas que tu es quelqu'un qui a de l'air à trépendre dans l'entrevue. T'es dur à coincer. Ouais, ben, c'est sûr que j'aime faire des entrevues, c'est ça ma job. Puis, mais tu sais, j'aime accorder des entrevues, puis je sais que ça vient avec le fait de sortir des livres, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'écris des livres pour entretenir, nourrir le dialogue avec l'autre. Fait que, tu sais, autant d'entrevues qu'avec le public. Puis, je sais que ces balados-là, ça sera au public. Fait que je pense que c'est important de faire ça, là. Ouais.
Tu refuses-tu des fois, tu sais, t'as pas l'air super à l'aise avec toute l'attention. Tu refuses-tu des fois des projets, on essaie de t'embarquer dans un quiz ou tout ça, puis tu te fais tasser? J'apprends à mettre mes limites, je te dirais, cette année. J'ai dit non à quelques reprises à certaines affaires parce que, pour vrai, en fait, souvent, ça commence par êtes-vous sûr que vous me voyez là-dedans? Oui, tout ça. Puis souvent, il y a un lien avec les transfuges, mais malgré tout, j'arrive à dire non de plus en plus. Souvent, quand je sens que ça ne fit pas avec ce que je ressens. Moi, ce que je trouve admirable, moi, j'ai besoin d'attention plus que toi, mais je trouve admirable les gens qui tu sais, genre, je connais des gens qui refusent certains types d'entrevues, tu sais, un peu people, parce que ça les intéresse pas, mais tu sais... Je pense que jusqu'à maintenant, à Nishkadat, dirait mon père, les gens viennent pas trop vers moi pour ce genre d'affaires-là. Ma vie privée, ça reste ma vie privée quand même. Là. Fait que, puis tu sais, je travaille avec Steve Laplante qui m'a dit aussi que c'est important puis c'est payant de garder sa vie privée. Là, il y en a une excellente preuve parce que je trouve que ses affaires vont très bien maintenant. Fait que peut-être que son intégrité finit par payer et son temps. En même temps, c'est pas un jugement contre ceux qui aiment ça. Je veux dire... non. Mais tu sais, pour revenir à ta question, est-ce que j'aime ça accorder des entrevues? Tu sais, souvent, j'oublie qu'il y a un micro, je parle avec la personne puis je trouve ça le fun. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est entrer en relation avec les gens puis... Voilà. C'est ce qu'on va faire. En plus, c'est un masterclass pour toi d'être avec un maître de l'entrevue. Tu sais, il faut dire que je t'écoute, je te regarde, puis je trouve ça cool d'être... En tout cas, je suis comme impressionné. Ici... je suis arrivé, je fais c'est le décor que je vois tout le temps. Là. Il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont passées ici que je peux pas raconter, mais dans des parties de Noël, Rafi, c'est ça. Après une accalmie courte, te voilà de retour sous les projecteurs avec la pièce de théâtre tirée de ton livre, une adaptation de David Lorrain mise en scène par Marie-Ève Milot, qui est présentée une vingtaine de fois jusqu'en octobre chez Duceppe. Tu as déjà une coupe de représentation derrière la cravate. Comment ça se passe? T'es-tu rendu un acteur maintenant? Je suis certain. Je sais pas, moi je le sens pas comme ça. J'ai pas l'impression d'être un acteur. En même temps, ça se passe beaucoup dans le regard de l'autre. Là, je veux dire, je veux pas empêcher les gens de me définir comme un acteur si ils pensent que c'est ça que je suis. J'ai pas l'impression de me jouer tant que ça. J'ai l'impression d'être moi-même le plus possible sur scène. En même temps, je m'en tiens à un texte. Fait que je peux pas sortir un moment donné du texte puis dire « Hey gang, passez une journée de marde » ou « Comment allez-vous? » Comment en causerie, je peux pas faire ça. Fait que oui, il y a un côté acteur. Mais ça se passe vraiment très bien. Honnêtement, moi, je suis un ancien grand anxieux. Maintenant, je suis anxieux, mais je compose avec mes peurs. T'as fait des crises de panique. J'ai eu un trouble de panique avec agoraphobie, le 2008-2009. Pour vrai, sortir de chez nous, c'est pas une joke, ouvrir la porte, là, c'était suffisant pour décoller une attaque de panique, genre 150, 160 de rythme cardiaque. Là. Fait que ça a été comme super long à défaire ces nœuds-là. Fait que de faire ça, de m'exposer sur scène devant 800 personnes, c'est un défi. Puis je le fais pour moi, puis je le fais aussi pour tous les anxieux, toutes les anxieuses qui sont venus me voir, au cours de la dernière année et demie, qui me disent... Habituellement, on vient pas dans des salons du livre. Là, on s'est reconnu dans ton livre. Les salons du livre sont anxiogènes. Pour nous, on est venu, signe notre livre, puis on s'en va. Je le fais pour eux. Puis pour vrai, ça se passe beaucoup mieux que je l'appréhendais. Parce que, mettons, en été, là, au mois de juillet, là, j'ai eu pas mal de doutes puis de tergiversations. Je me disais, mais qu'est-ce que je m'en vais faire? T'étais-tu trop enfoncé dans le processus à ce moment-là pour backer, mettons? Je les ai rencontrés au mois de juillet, puis je leur ai fait part de ça, de ces craintes-là. En fait, pour être bien concret, là, j'ai renoué avec des symptômes d'anxiété que j'avais pas ressentis depuis comme 10 ans, des attaques de panique nocturne. Genre, ton inconscient processe l'info tout seul, tu dors, puis là, tu te réveilles, puis t'es en attaque de panique. 2 fois, c'est arrivé, puis j'ai fait « je pense que là, mon corps me lance un signal. » Puis j'ai rencontré David Lorrain, Marie-Ève Milot, je leur ai fait part de tout ça. Puis moi, déjà, au début du processus, je leur avais dit pour vous puis pour moi, je pense que ça serait une super bonne idée qu'il y ait un comédien backup, une doublure, je pourrais m'appeler ça. Ouais, puis, j'ai reçu l'appel. Là. C'est ça, Mais c'est ça, je teste ton sub, finalement. Mais t'étais le plan B du sub officiel. Jean-François Poulain, donc, qui a été engagé il y a peut-être, 6 semaines de ça. Okay. Puis moi, je l'avais nommé donc au début du processus, puis finalement, ça s'est fait. Puis chapeau à Duceppe d'avoir fait ça parce que, moi, ça m'a permis d'être en confiance puis de me dire, s'il arrive quelque chose, Jean-François, il est là. Ouais. C'est un rôle ingrat parce que justement, jusqu'à date, il n'a pas fait de représentation puis j'ai pas l'impression qu'il va en faire parce que je me sens en confiance. Mais
son rôle a été d'être hyper bienveillant avec moi. Il a nourri ma confiance, il était là dans toutes les répètes. Tu sais, c'est un immense privilège de pouvoir compter sur quelqu'un comme ça, ouais. Puis tu sais, on est en 2025, la santé mentale, c'est important. Je trouve ça cool que Duceppe ait accepté de faire ça. Puis sans lui, je pense que je peux le dire, évidemment sans toute l'équipe de Duceppe, mais sans sa présence là, au cours des dernières semaines, je pense que j'aurais pas été sur le stage de la même façon. Là. Puis c'est important ce que tu dis, parce que même d'évoquer des crises de panique, c'est assez nouveau. T'sais, moi, ça fait longtemps que je fais des entrevues. Là, on dirait que c'est pas si... C'est Glow Point de Dark que tu parles de ça, mais... De plus en plus, on entend des prises de parole là-dessus et, veut pas, puis on peut pas faire décortiquer le phénomène, mais l'anxiété est clairement un des je travaille avec du monde pas mal plus jeune, des gens qui sont sa vivance, des gens qui se prennent des petites microdoses pour affronter juste le quotidien assez banal, ça existe. Ouais, puis tu sais, moi, je pense que pendant longtemps, j'ai subi ça, puis je me laissais paralyser par mes peurs, parce que dans le fond, c'est la peur d'avoir peur, là, tout ça, là, au final. Puis, tu sais, c'est Serge Bouchard à l'époque qui m'avait amené à en parler une première fois à la radio. D'abord pour moi, puis après ça pour tendre une main vers l'autre. Puis, tu sais, au fur et à mesure que je me suis mis à en parler, tu sais, je me suis mis à me sentir mieux, évidemment, avec une thérapie puis tout ça. Mais ouais, fait que c'est tout ça pour dire que chez Duceppe, pour moi, c'est comme un... Tu sais, je pensais pas faire ça un jour dans ma vie, puis je suis content 15 ans après avoir eu ce trouble-là d'être là, tu sais, puis d'y arriver, puis d'avoir du fun. Là. Je t'ai entendu à Penelope McQuaid l'autre fois avec tes comparses. Comment... bon, je voyais toute l'affection que vous portiez l'un envers l'autre, mais tu as été bien accueilli ou avec une brique et un fanal au début, de genre, bon, ben, on nous parachute un journaliste, animateur d'impact, ou au contraire, ils ont été très enveloppants? Comment tu... Vraiment super enveloppant. Tu sais, je pense que le fait que ce soit mon projet à la base, c'est Rue du Plessis, c'est mon histoire. Fait que tu sais, je pense que ça me donnait comme un... Je sais pas comment dire, un passe-droit ou, tu sais... mais moi, je te dirais que sur le plan personnel, je me suis senti comme de la merde au début, dans le sens que, tu sais, j'avais l'impression de voler la place d'un acteur, tu sais. D'autant plus que l'industrie puis le milieu, ça va pas super bien. Fait que, tu sais, d'arriver puis de débarquer dans ça puis de faire plein de représentations chez Duceppe puis, tu sais, d'avoir une couverture médiatique comme ça, tu sais, c'est sûr que lancer la saison, tu sais, tu sais, fait que ça a été beaucoup de discussions avec moi-même, puis aussi avec l'équipe, avec ma psy, tu sais, comme, parce que je voulais pas que tout ça finisse par m'envahir, puis réveille, mettons, justement, soit l'angoisse ou tout ça, puis le syndrome d'imposteur. Mais pour revenir à ta question, tu sais, ils m'ont accueilli, tu sais, en fait, ils m'ont plus qu'accueilli, c'est eux qui sont venus me chercher, tu sais, c'est un court paragraphe dans le livre où j'explique que j'aimerais ça, transposer ça au théâtre un jour, puis, tu sais, Duceppe, ils ont lu ça, puis ils sont venus voir... Ils sont venus vérifier que c'était pas une joke, puis à partir du moment qu'ils ont compris que je voulais vraiment faire ça, ils m'ont invité à faire ça. Là. Puis les comédiens qui t'accompagnaient, c'est bon, au-delà du côté physique que vous ressemblez, Steve Laplante, mais eux autres, ils ont levé la main ou comment ça s'est passé qu'eux autres ont été recrutés, castés? Je sais que Steve était pressenti pour travailler chez Duceppe depuis des années, puis ça fonctionnait pas pour des raisons d'horaire. Là, je pense que ça fonctionnait côté horaire, il faudrait voir avec lui, mais surtout, je pense que lui s'est reconnu dans cette histoire-là. Il vient de Drummond. Le vendeur de chars dont je parle dans Rue du Plessis, c'était le vendeur de chars de ses parents. Il y a plein de personnages de mon livre que lui a connus. Fait que, je pense qu'il était vraiment content d'être choisi pour ça. Puis Michel-Maxime Legault, donc, lui, il a écrit Michelin, il a joué au théâtre. C'est un transfuge de classe qui a une histoire un peu similaire à la mienne, mais dans un décor différent qui est celui d'une ferme. Fait que, je pense que c'était tout à fait naturel que ce soit ces deux gars-là. Puis Michelin, ça a résonné chez toi Michelin, aussi. Moi, dès que Rue du Plessis est sorti, les gens m'ont dit va lire Michelin, qui est sorti comme 2-3 mois plus tôt. Quand j'ai lu ça, j'ai fait que c'est la même affaire. Là, fait que... comment ça se passe à date? T'as quelques représentations? Pour vrai, ça se passe très bien. En fait, c'était des phrases que je pensais pas dire, ça, genre j'ai plus de fun que de peur, ça se passe bien, la réception du public est bonne, je suis content de voir le public quand je débarque sur le stage. C'est vraiment toutes des phrases que je pensais pas dire parce que je pensais avoir bien plus peur qu'autre chose. La première représentation devant 800 personnes, qui est donc l'avant-première, la veille de la fois où toi t'es venu. Tu sais, quand je suis débarqué pour la première fois devant 800 personnes, je fais
oh my God, c'est quelque chose. On m'avait prévenu que la scène de Duceppe est tough parce que c'est surtout large, peu profonde, mais large. J'avais peur pour toi dans mon fauteuil. Fait que, ils appellent ça le mur. Hein? Fait que quand je suis débarqué là, j'ai vraiment senti le cœur comme s'emballer. J'ai eu un petit peu peur que ça décolle en panique, mais j'ai tellement d'outils maintenant que je suis parvenu à calmer ça. Puis les 5 premières minutes avant que ça commence, moi, sur le côté, avant d'embarquer dans la voiture. Ouais. Puis j'ai comme, ça me permet d'appréhender ou d'apprivoiser le public. Puis j'ai renoué avec mes réflexes de gardien de but. Tu sais, les goalers, c'est souvent des bébites, là, tu sais, puis ils sont dans leur bulle, puis tout ça. Fait que moi, j'écoute Daniel Bélanger avant d'embarquer sur la scène. Puis quand je suis là, dis-moi tout sans rien dire. Okay. Ouais. Puis ça, c'est Louis-José Hood, demandé, j'avais entendu qu'il écoutait ça avant les galas, puis ça le calmait. Puis ça, cette tune-là me fait brailler chaque fois, fait que ça me ground. Louis-José Hood écoute du Pearl Jam aussi. Oui, mais ça. Ouais. D'ailleurs, on a quelque chose en commun. On était lui et moi, on est allés au cégep de Drummondville en même temps. Okay. On a eu un cours de français à l'époque ensemble. Mais ça pour dire que oui, je sais qu'il était un gros fan de Pearl Jam. Puis c'est ça, je suis sur le côté de la scène. Puis je suis comme dans ma bulle, tu sais, de goaler vraiment. Puis pour vrai, parfois, je pense à des scènes des scènes de hockey. Puis ça me permet d'être focus. C'est un peu fou, là, mais ouais. Puis, chacun ses trucs, là, je pense que... C'est comme le puck tracking, là, tu sais, je sais pas si tu tripes un peu sur le hockey, mais de suivre la rondelle et tout ça. Fait que là, mettons, moi, je vois Steve qui est en arrière du décor, puis qui fait ses grandes respirations, là, je le lâche pas des yeux, puis tu sais, je sais pas, ça me ground. Là. Fait que tu vois-tu le monde dans la salle? Tu reconnais-tu des faces, mettons? En fait, je vois un tas de monde. Ouais. J'essaie de pas focusser. Non. Puis les gens que je connais, les proches qui viennent voir les représentations, pour voir, ils sont tous et toutes prévenus. Genre, ne me dites pas quand vous venez. Je veux parler à du monde avec un grand M, je veux pas parler à une personne. Ouais, je comprends. Fait que, ouais. À partir de combien de temps dans la pièce, dans ta première, ça a pris combien de temps? Ou y a-tu un moment que tu fais, OK, tout va bien aller, c'est parfait, OK. Parce que j'imagine, au début, ça doit être hyper stressant. Ouais. Tu sais, mettons, le concept, c'est un peu une émission de radio que j'anime devant le public, mais mélangée avec une pièce de théâtre. Fait que, tu sais, moi, j'ouvre la patente tout seul pendant 4-5 minutes. Fait qu'une fois que ça s'est passé puis que les gars arrivent, je me sens mieux, honnêtement. Mais au fur et à mesure que la pièce avance, des fois, il y a des bouts, parce que c'est quand même mon histoire que je raconte, qu'on raconte. Puis ça réveille des petits traumas, des fois. Puis là, je suis sur scène, fait que... Tu sais, il y a comme 2-3 scènes en particulier qui, chaque fois, viennent me chercher. Puis là, c'est ça, j'ai demandé des conseils à Steve puis Michel Max. Tu sais, comment on fait pour gérer l'émotion quand elle monte sur scène. Tu sais, les premières fois, je la bloquais. Puis là, ça se transformait en hyperventilation, puis c'était pas cool. Puis je veux pas non plus pleurer chaque fois. Fait que c'est comme comment composer avec puis la vivre. Tu sais, Steve Laplante me disait, souvent, il dit, moi, ce que je fais, j'essaie de prendre une grande inspiration-expiration dans un bout où je parle pas, puis ça m'aide. Fait que tout ça pour dire que je peux pas identifier un moment à partir duquel je me sens bien jusqu'à la fin. Ça passe comme ça. Puis il y a un stretch d'à peu près peut-être 12 minutes, 10 minutes où je parle pas, mais où je suis surtout en déplacement. Puis ça, je sais qu'à un moment donné, m'a reparlé, puis ça, c'est la fin du spectacle qui commence, puis c'est assez intense. C'est moi qui a fait. Fait que là, des fois, je me dis, il faudrait pas que j'oublie mon texte, faudrait pas que... Bon, ça, là. C'est vrai que c'est chargé aussi. Là, je vais pas spoiler, mais c'est une simulation de rencontre avec ton père. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme, fait que ça, je le sens venir, puis pour vrai, c'est assez capoté parce que cette décharge-là, à la fin, d'entrevue avec mon père, puis qui se termine par, dans le fond, la fin du spectacle puis les applaudissements. Tu sais, je peux pas aller me coucher tout de suite après, là. C'est comme une bonne décharge d'adrénaline. Oui, j'imagine que le soir... Steve puis Michel Max, ils me disent toujours comme « Hey, ça réveille, hein, mon gars? » C'est comme... Tu sais, j'arrive chez nous, je pense que je pourrais pas dormir avant 1h du matin. Non, mais comme tous les artistes, vous partez sa brosse après à l'absinthe. Vous allez jeter sur papier vos états d'âme. Non. Jean-Philippe, les critiques ont été rough, certaines critiques. En tout cas, dans la presse, on parle d'une pièce de théâtre qui n'en est pas vraiment une. Ouais, je vais juste te dire, puis c'est pas, tu sais, je sais que c'est souvent un cliché, là, mais j'ai rien lu, rien écouté. Non. Okay. Puis j'ai dit à Duceppe,
à l'équipe de Duceppe puis à ma blonde et agente de m'épargner de ça. Ils ont fait le tri, ils m'ont dit que c'était assez hétérogène. Oui, bon, moins bon. Des bonnes, là. Ouais, c'est ça. Je te cite pas un passage de la presse, là. T'as le droit, hein, je vais respecter ça. Écoute, tu sais, moi, dans le fond, l'idée, c'est que je vais regarder ça après parce que, tu sais, je veux comme... tu sais, j'accorde une grande importance à ça, je te cacherai pas, parce que je veux pas invalider la lecture de quiconque. Si quelqu'un a haï ça, tu sais, j'ai envie à la limite même d'entrer en dialogue avec cette personne-là, mais pendant que je la fais, la pièce, j'ai envie d'être en confiance puis d'aller au bout du processus, tu sais. Écoute, je respecte ça, fait que je te lirai même pas la citation. Tu peux le faire. Mais je veux pas te... C'est toi le boss, là, c'est toi qui pose les questions. La journaliste t'a pas donné un gros score, mettons. Okay, Puis Michel Tremblay, je sais pas si tu as déjà entendu parler, ça me dit quelque chose, c'est un journaliste sportif. Ça. Non, il y a en plus les belles sœurs qui sont loin. Il a publié sur Facebook un message suivant. C'est pas parce que ça se passe sur une scène que c'est du théâtre. Comment on enquête ça? Moi, pour vrai, je serais roulé en boule en dessous de mon lit. Ah bon? Tu me l'apprends? Je te l'apprends. Mais voyons, t'es très bien protégé. Hey, sérieux? Oui, il a fait ça sur Facebook. Je l'ai trouvé chien quand même. Là, tu me l'apprends, puis c'est drôle parce que en ce moment, j'ai l'impression que je réagis comme un comédien qui est en train d'apprendre son texte. J'évolue maintenant dans ce milieu-là. On m'a dit qu'au début, quand on apprend un texte, il reste surtout dans la tête, puis à un moment donné, il descend, puis il arrive à m'amener au cœur. Là, c'est comme si tu viens de me lâcher une ligne de Michel Tremblay que j'admire. Là, je vais pas te faire plonger dans une angoisse qui va... Non. OK, parfait. Non. Écoute, je disais, il a tout à fait le droit à son regard là-dessus. Moi, écoute, je sais pas quoi dire. Moi, je pense que c'est un objet hybride, cette pièce-là, comme c'est le cas pour mon livre. Tu sais, c'est un roman, essai, récit. La pièce, c'est un mélange de balado avec du théâtre. Moi, je sais qu'il était à la première. Oui. On me l'a dit après. Puis écoute, j'étais très ému d'avoir joué devant ce monsieur-là, qui est un monument du théâtre et de la littérature québécoise. Après ça, bon, évidemment, je te cacherai pas que d'entendre ça me fait de la peine, mais tu sais, rendu là, tu sais, nous, on croit au projet, j'y crois, puis après ça... Oui, puis bon, je suis pas Michel Tremblay, mais j'étais aussi dans la salle. Et moi, je suis un fan, j'écoute quand même beaucoup de théâtre dans ma vie et tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment bon. Et je trouve que la critique de la presse aurait dû refléter aussi ce qui se passait dans la salle, c'est-à-dire une longue ovation à la fin, tu sais, qu'on n'a pas inventé. Non, personne n'avait un gun sur la tempe. Que quand même, moi, j'ai été souvent au théâtre, ça a duré longtemps, donc les gens, ça touchait une corde sensible, visiblement, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont ri aussi, tu sais. Moi, j'ai trouvé même la version théâtrale plus comique que la version écrite, fait que on dirait que ça passait bien. Mais les moments, tu sais, les messages sur les boîtes vocales, il y a des moments de grande émotion là-dedans. Habile. Moi, en tout cas, je trouve que ce que je reproche aux critiques, c'est de ne pas avoir tenu compte. Peut-être que tu peux pas aimer ça personnellement, parce qu'une critique, on sait que c'est un exercice très solitaire et personnel. Mais j'aurais peut-être, si j'avais été ma camarade de la presse, dit « Bon, moi, j'ai pas trouvé ça vargeux, mais force est d'admettre que les gens aimaient ça parce que les gens ont aimé ça. » C'est ça. Ce soir-là, les gens ont trouvé que c'était bon. En tout cas, les représentations jusqu'à maintenant, ça a ressemblé à la réaction du public a ressemblé à celle de la première. Fait que, tu sais, moi, ça me rassure. Puis, tu sais, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Puis, tu sais, comme je disais au début de l'entrevue, moi, je suis là pour entretenir, nourrir un dialogue avec les gens. Puis, je trouve que c'est une formidable occasion de le faire devant 800 personnes. Puis, tu sais, que des gens, mettons, me disent on l'aurait pas fait de même et tout ça, ça fait partie de la patente. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si je me prétendais comédien, là, tu sais. Je le suis pas. Ça fait partie de l'exercice. Puis, je suis flanqué de Nick Suzuki puis de Cole Caulfield, là. Tu sais, je veux dire, ça scène, c'est comme c'est malade, là. Fait que j'apprends. Puis, je pense qu'il faut prendre ce projet-là pour ce que ça a essayé d'être. Là, de toute façon, je pense que la coinsure, tu t'es rendu ceinture noire à recevoir la critique, comment l'absorber, tout ça. Je sais pas. Mais c'est pas une joke, hein, je l'avais pas vu. Puis, mais t'as identifié un bon point. Je suis bien entouré. Je suis bien... en fait, il y a comme un rempart entre ce que les gens disent puis ma réception de tout ça. Puis c'est pour préserver ma santé mentale. Puis c'est vraiment pas parce que je veux pas accorder de l'attention à ça, ça viendra. Puis peut-être que M. Tremblay, je lui écrirai peut-être après la run. Puis tu sais, je le dis comme ça, moi c'est un homme que j'ai vraiment envie de recevoir à l'émission, réfléchir à voix haute un jour aussi, puis peut-être même de quoi animer avec lui, tu sais. Fait que...
est-ce que tu laisses quand même filtrer des commentaires positifs parce que tu veux quand même une coupe de tape dans le dos dans cette affaire-là? Ben, c'est drôle parce que Michel Tremblay, je suis sur Facebook. T'as dit que c'était sur Facebook, ça? Tu sais, je veux dire, vivez-vous, malgré les algorithmes, je sais pas comment dire ça, là, ça s'est pas rendu à moi, mais tu sais, oui, je vois quand même des posts passer. Puis j'en ai vu quand même des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas aimé ça. Là, des gens dans mon réseau Facebook. Fait que ça fait partie. Mais je vais pas me googler pour voir qui a dit quoi. Là, t'sais. On va revenir à la base un petit peu. Rue du Plessis est sorti chez Lux sous forme de genre de roman auto-fictionnel en avril 2024. Ouais. Quelques jours avant la sortie de mon roman qui a passé un peu dans le néant. Fait que je te déteste depuis ce temps-là. Oui. Il s'est vendu plus de 60 000 fois jusqu'ici. C'est probablement plus. Allant jusqu'à devenir un phénomène littéraire. Je me souviens d'une entrevue que tu avais accordée à Pénélope une couple de jours avant où je salue ta belle candeur. J'ai réécouté, j'étais comme, OK, ce gars-là, c'est pas pantoute ce qui s'en vient. Boy, non. Que ça allait devenir une conversation sociale. C'était les fleurs aussi au début, les critiques élogieuses, Patrick Lagacé, tout le monde en parle. Je cite Guillaume Lepage. Je dois avouer que j'ai été bouleversé par ton livre, probablement parce que d'une certaine façon, je me sens comme un transfuge de classe, moi aussi. En fait, il y a plein de monde qui se sont reconnus là-dedans, moi inclus. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée pendant la dernière année et demie en causerie puis en salon du livre. Au début, je savais pas quoi répondre. Évidemment, mon hypothèse de départ, c'était que je n'étais pas tout seul de ma gang. Les statistiques me donnaient aussi un peu raison parce que 34 à 59% des élèves de nos universités sont des élèves de première génération, donc des élèves dont les parents ne sont pas allés ni au cégep ni à l'université. Donc, on est un méchant paquet de monde aujourd'hui à vivre ou à des gens qui s'apprêtent à vivre ce type de parcours-là. Mais surtout, je te dirais que c'est le public qui m'a permis de répondre à cette question-là au fil des derniers mois. C'est que les gens souvent m'ont dit, on se reconnaît, nous, dans ton parcours de transfuge de classe par rapport à l'aspect économique ou social ou culturel ou sur le plan de l'imaginaire. On a changé de classe par rapport à ça. Mais toi, c'est comme un parcours de transfuge de classe idéal typique. En sociologie, on dirait ça. C'est comme un modèle théorique qui n'existe pas dans la réalité, mais moi, je l'incarne. Fait que là, tu sais, j'ai changé de classe d'un point de vue social, économique, culturel, politique, sur le plan de l'imaginaire. Tu sais, je suis très, très, très différent de là d'où je viens en même temps. Il y a plein de choses de ce milieu-là qui se sont déposées en moi, mais tout ça pour dire que je pense que c'est pour ça que les gens sont autant reconnus, c'est qu'ils pigent là-dedans comme dans un plat de bonbons en disant « Moi, c'est par rapport à ça que je me suis reconnu, moi, c'est par rapport à ça ». Mais ça, je ne pouvais pas le prévoir au début. Tu sais, moi, c'est mon histoire. Mais c'est intéressant. C'est comme si toutes ces exceptions-là qui justifient la règle se regroupent ensemble et se ramassent à être un méchant paquet de monde. Exact. Parce qu'on est tous les weirdos de nos familles, un peu, ou les personnes un peu marginales de nos familles. Qui ont le cul entre deux chaises. Puis des fois, en fait, souvent, ça va même jusqu'à des trajectoires d'immigration culturelle. Tu sais, des gens qui me disent, moi, j'ai grandi en Italie, j'habite ici. Rue du Plessis, c'est mon histoire, c'est quand même fucké. Quand même. Fait que souvent, je les redirige vers Là où je me terre de Caroline Dawson pour compléter leur lecture. Mais, fait que, c'est ça. Puis, on est quand même au Québec une société qui vient de la Révolution tranquille. C'était encapsulé entre 60 et 66. Mais moi, mon hypothèse, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas terminé, qui est en train de se poursuivre. Fait que je pense que c'est pour ça que... Je pense que je t'ai déjà entendu évoquer même une révolution tranquille qui est comme pas finie. C'est ça. Moi, c'est un peu l'hypothèse que je veux développer dans la suite. Les statistiques vont dans ce sens-là. Le nombre de gens qui m'ont écrit, qui sont venus me voir, je généralise pas à partir de 3-4 cas particuliers. Là. J'en ai rencontré en sacrament du monde depuis 1 an et demi. Puis c'est fascinant de 18 à 85 ans. Là, fait que moi, ça serait mon hypothèse, la Révolution tranquille est pas terminée. La suite, Rue du Plessis 2, là? Tu sais, Marc Fortier, mon éditeur, que je salue. Que je connais. Que tu connais. Il me l'a dit. Tyran impitoyable à l'argent. Je te laisse ces mots-là, mais je suis assez d'accord avec toi. Non, mais il a fait une bonne année. Moi, je suis très content pour Marc parce que, tu sais, de mon époque, il était très pauvre. La maison d'édition était dans un petit logement, puis là, je pense qu'il vient de s'acheter un yacht. Avec Ordure, puis Rue du Plessis, c'est une bonne année. Entre autres. Mais c'est une bonne année, mais Marc puis toute l'équipe de luxe qui ont été formidables, m'ont dit, t'as raconté ton histoire, on veut pas étirer la sauce, puis je suis tout à fait d'accord avec eux.
moi, ce que j'ai envie de faire, puis je l'ai dit quelques fois, c'est de donner une valeur publique à cette parole-là qui m'a été confiée ici et là sur le territoire pour justement témoigner du fait que je suis pas tout seul, que c'est un mouvement social. Puis dans le livre, à un moment donné, je dépose cette idée que j'ai envie que cette communauté-là de transfuges de classe prenne conscience d'elle-même, au risque de sonner comme un marxiste. Là. Mais tu sais, dans ce livre-là, la suite, ou en tout cas, appelons-la la suite, j'aimerais que cette parole-là résonne. Tu sais. Une espèce de roman choral. Puis je veux aussi témoigner de tout ce qui s'est passé, tu sais, incluant les affaires moins le fun, tu sais. Oui. Ben, c'est pas... oui. Fait que, il y a des critiques. Moi, j'ai reçu des critiques qui m'ont surpris. Puis j'ai envie de répondre à ces critiques-là, peut-être même en entretenant le dialogue avec ces gens-là. Ouais. Moi, j'ai reçu des critiques du milieu universitaire, des gens qui m'ont dit t'es trop accessible avec ce livre-là, tu sais. T'es trop accessible. Comment là, on peut reprocher d'être trop accessible? Moi, je me disais, si le prix de l'accessibilité, c'est le fait d'avoir des gens qui viennent, je l'ai dit quelques fois en entrevue, des messieurs de 65 ans qui viennent me dire on a compris en lisant ton livre ce qui nous est passé dessus pendant 65 ans. Puis c'est des messieurs vraiment qui ressemblent à mon père sur le plan de la scolarité, puis tout ça, puis du type de travail qu'ils ont effectué. C'est des grands sensibles. Si le prix de l'accessibilité, c'est celui-là, ben, je vais le payer. T'sais. Puis moi, j'avais pas envie justement de faire un essai universitaire. J'aurais pu le faire, j'aurais été capable de le faire, mais c'est pas ça, je voulais parler à tout le monde. Oui, puis transformer justement tous ces témoignages-là que tu dois crouler en faisant, puis là, l'expression est galvaudée, mais faire œuvre utile avec ça, quelque part. Là. Ben, tu sais, c'est pas parce qu'une expression est galvaudée qu'elle mérite pas d'être utilisée, tu sais, moi, je le vois, pis pour vrai, ça, je l'avais pas prévu que mon livre fasse du bien, puis, tu sais, c'est pas vantard, là, mais tu sais, je dois le reconnaître, Chris, le monde me le dise à répétition, ce livre-là m'a fait du bien. T'sais. Comme les livres de Didier Ribon, Édouard Louis, Annie Ernaux, Caroline Dawson, Mélanie Michaud, ces livres-là m'ont fait du bien. Ils m'ont autorisé à raconter mon histoire. Fait que je peux imaginer que Rue Duplessis fasse le même job auprès de ces gens-là. Là. Que tu soupçonnais pas du tout. Ben non. Tu étais à Pénélope avant. Écoute, tu iras réécouter ça. Faudrait que j'avoue que je devais être naïf et candide dans comme, j'espère que quasiment 3-4 personnes, que mes proches vont le lire. Ouais. OK. Bon, tu as eu des éloges, tu as eu quelques pas aussi. Il y a des gens qui ont vu un mépris, une condescendance envers ton milieu d'origine. Comment tu réagis par rapport à ces critiques-là? Ouais. Moi, ma ligne, c'est celle-là, puis elle vient du cœur. Je veux vraiment pas invalider la lecture de quiconque. T'sais. Moi, je pense que j'ai moi-même parfois lu des livres à un certain âge, mettons à 30 ans, puis je les relis 15 ans après, puis je fais « Ah, je l'avais pas vu de la même façon à l'époque. » Fait que, tu sais, chaque personne peut avoir sa lecture de mon livre. Moi, j'ai vraiment l'impression que les critiques les plus raides que j'ai pu recevoir, mettons, de gens du milieu, en discutant avec eux, souvent, j'ai eu l'impression qu'ils n'avaient pas lu le livre, tu sais. Fait que ça, bon, en dialoguant avec ces gens-là, je pense que la conversation dans ce temps-là se détend, puis on arrive à quoi d'intéressant. Tu sais, moi, je dénonce le mépris de classe dans ce livre-là, fait que c'est sûr que de me faire dire que je fais du mépris de classe, je trouve ça curieux, mais en même temps, je fais pas comme « Hey, t'es cave parce que tu dis ça ». Tu sais, c'est comme, j'ai envie de comprendre pourquoi tu trouves que moi, j'ai fait du mépris de classe alors que je pense que je le dénonce. Sans invalider cette position-là, j'essaie de comprendre, justement. Ouais, j'essaie de comprendre. Puis souvent, ce que je réalise, c'est que, tu sais, je pense à une bonne amie, entre autres, qui est une transfuge, qui a pu voir du mépris d'une certaine façon à quelques endroits dans le livre, mais elle m'a dit... C'est parce que moi, je suis encore pris dans ma honte de mes origines, dans mon processus. Je suis pas rendu dans la honte d'avoir eu honte. Non, c'est ça. Et pas dans la fierté. Rendu, c'est ça. Fait que si, c'est sûr que, tu sais, si t'es pris dans ta honte de tes origines, puis tu lis quelque chose comme ça, peut-être que tu peux effectivement décoder du mépris. Probablement. Je sais que l'affaire est encore entre les mains de la justice. Fait que qu'est-ce que tu peux me dire? Je sais que tu as des choses que tu peux pas me dire, mais il y a eu une poursuite de 11 membres de ta famille qui te réclament à toi puis à Luxe, la maison d'édition, 672 000 pour des passages qu'ils estiment faux et diffamatoires. T'en es où là-dedans? Ben, en fait, ça va être bien plate, mais ça suit son cours. C'est ça la patente. Je peux pas te dire grand-chose.
outre le fait que c'est sûr que ça me fait de la peine, tu sais, ça me fait de la peine parce que j'aime ces gens-là d'un amour valeur refuge. C'est des gens, tu sais, desquels j'ai été très, très proche, tu sais. Fait que, puis qui m'ont aidé dans ma démarche aussi, pour la plupart d'entre eux. Fait que j'espère juste qu'on va se retrouver à un moment donné, puis qu'on va faire un toast à l'empathie, tu sais, comme on dit un peu dans la pièce, pour un autre sujet, mais tu sais que c'est ça, c'est... ça me fait de la peine. Ça, c'est sûr, ça me fait de la peine. Mais, tu sais, en même temps, j'avais calé la shot dans le livre. J'aurais préféré me tromper. Je savais que ça se pouvait parce que mon père m'avait dit qu'il avait été briefé dans ce sens-là. Puis, tu sais, si, mettons, je joue marde un peu, Didier Ribon, Édouard Louis, particulièrement Édouard Louis, a eu des enjeux similaires. Fait que, tu sais, on va voir ce que ça donnera, mais ça suit son cours. Je tiens à dire que tes parents sont pas dans cette poursuite-là. Ouais. Puis, tu sais, c'est peut-être un peu de la curiosité. Genre, ça se peut que c'est pas de mes crises d'affaires, mais tout le long de la pièce... dire. Ouais, exactement. Mais il y a des tentatives d'y rejoindre. Puis, tu sais, on veut tellement que le téléphone décroche à un moment donné. Ouais. Une histoire très personnelle que tu nous as embarqué dedans. Puis là, on aimerait ça que tu nous dises hey, aujourd'hui, on s'en va souper. Avec mes parents. Oui, c'est ça. Mais tu sais, est-ce que la communication est là? Ben, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est que cette histoire-là que je raconte dans Rue Duplessis, depuis 1 an et demi, elle a beaucoup évolué dans tous les sens. Puis là, depuis la pièce, ça continue d'évoluer à un point tel que, tu sais, au cours des derniers jours, mes parents, je sais pas, je pense que d'abord, ils m'ont vu, c'est ce que j'ai compris, à Bonsoir, Bonsoir, où je leur parlais pas mal directement dans le Kodak. Puis j'ai l'impression que ça a eu un effet positif. Ouais. Puis là, donc, ma mère m'a dit qu'ils avaient lu le livre. Ça, c'est une information que je n'avais pas, là, tu sais, depuis 1 an et demi. OK. Qui me souhaitait bonne chance pour la première. Puis là, donc, il y a 2-3 jours, elle m'a signalé clairement leur désir de voir la pièce. Mon Dieu, OK. Fait que, tu sais, là, j'encaisse l'émotion encore, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, je te parlais au début de l'entrevue d'une main tendue vers l'autre. L'autre avec un grand A, ça peut être aussi mes parents, tu sais. Et puis ça peut être tous les parents de transfuges au Québec, tu sais, parce que je reçois des messages depuis la pièce, puis depuis le livre, c'est des gens qui me disent ça nous a donné ou ça nous donne envie de reprendre contact avec nos parents ou d'essayer d'étendre la relation avec nos parents. Fait que je pense que ça va se passer. Je pense que mes parents, tu sais, pas plus tard que ce matin, j'ai donc écrit à ma mère, j'ai dit, tu veux venir la voir à Montréal? Voulez-vous venir la voir à Montréal ou à Drummond? Puis là, je prétends que ça va être plus à Drummond quand ça va être la tournée, tu sais. Puis elle a été très bienveillante. Elle m'a dit, tu sais, ça va-tu te stresser? Ça va-tu te rendre mal à l'aise? Oui, mais elle m'a composé avec ça. Oui, contre ça fait partie de la game. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, c'est senti aussi l'amour que tu portes à tes parents. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y a personne qui va nier ça. C'est pas fake, là, tu sais. Tu peux pas faker ça, de toute façon. Non, parce que même j'avais l'impression d'assister à ma lecture tu sais, à quelque chose de pas terminé. Tu sais, une introspection ou une thérapie ongoing. Et je me suis dit, avec le recul, t'aurais-tu dû plus régler ces affaires-là avant de publier? Ou en même temps, je trouve que le succès du livre contribue peut-être parce qu'on avait l'impression qu'on avait quelque chose de vrai entre les mains. Là, ouais, de vrai, puis en mouvement. Tu sais, mes parents sont les deux encore en vie. Tout ça se transforme. Puis tu sais, la pièce, ce qui est drôle, c'est que tu sais, on a dû s'ajuster en cours de route parce que c'est pas une farce. On voulait la voix de mes parents dans la pièce. Puis finalement, ça s'est transformé en entrevue à un moment donné avec mon père qui est personnifié par Steve. Qui est un passage fort. Là. Ça, je le prends, merci, je suis content. Mais tu sais, ça aussi, c'est en mouvement parce que pour vrai, je pense qu'à la fin juin, on s'enlignait avec la vraie voix de mes parents. Puis là, ils ont décidé de changer d'idée. Puis c'est ça aussi qui est beau avec la création, c'est que des fois, tu crées dans la contrainte. Puis je pense qu'au final, c'est peut-être même plus fort sans la vraie voix de mes parents, pour la simple et bonne raison qu'il y a un potentiel d'identification plus grand, je pense. Parce que si on avait entendu la vraie voix de mes parents, c'est ce que Michel-Maxime Legault me disait, il dit, je pense qu'on aurait comme encapsulé le Jean-Pierre puis la Claudette. Là, les gens dans le public peuvent se dire, c'est mon père, c'est ma mère. T'sais. Oui. Ce qui est vraiment un fait, d'où le fait que tellement de gens se sont reconnus là-dedans. Moi, j'ai une image de toi à ton lancement au Café Lézard. Dans Rosemont, sur Masson. Ouais. Un peu d'effet, tu sais, parce que je sais que tu jasais avec Marc, je pense, puis c'était comme, let's go, c'est le moment de ton discours de
pas voir tes parents. Je pense que tu y as cru jusqu'à ce moment-là, moi que je suis dans le champ. Puis je me Non, trompe, non, t'es absolument pas dans le champ. En fait, on a décidé de faire le lancement justement dans un restaurant, donc le Café Lézard, plutôt que dans une librairie, pour essayer de faire en sorte que ça soit un lieu où ils puissent se reconnaître, tu sais. Puis ils sont déjà venus il y a longtemps, ce restaurant-là, puis je me disais, les chances sont grandes. Ils ont décidé de pas venir, puis c'est correct, ça leur appartient. Puis tu vois, c'est intégré ça dans la pièce. Fait que tout ça, des fois, j'ai un peu l'impression de faire de la littérature performative, tu sais. puis je trouve ça beau. Tu sais, il y a quelque chose de très, très vrai. Puis je reviens au potentiel d'identification. Les gens, il semble que c'est connecté sur ce qui se passe pas vrai dans ma vie, mais il y a quand même une part de fiction ici et là, tu sais, que ce soit dans la pièce ou dans le livre. Des fois, les trucs sont arrangés pour que les liens se fassent mieux. Là, oui, puis peut-être que ça explique cette résonance-là qu'il y a eu un peu partout, le fait que tout le monde un peu pouvait se reconnaître là-dedans, sans renier le fait que tu as réussi l'exploit de toucher une corde sensible. On n'est pas un peu toutes des transfuges de classe à différents niveaux? Ben, tu vois, ça, je l'ai entendu souvent, puis j'ai pas le choix de te dire que je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, des gens qui ne sont pas des transfuges de classe, ça existe. C'est pas un drame en soi, là, tu sais. Des gens qui suivent un peu les traces. Qui restent dans leur milieu, c'est ça, sur le plan culturel, économique, social, politique, qui se rêvent comme leurs parents. Tu sais, à commencer par ma blonde, qui en est une, moi j'appelle ça une conservatrice de classe, là, tu sais, en blague, là, on se dit ça, mais tu sais, elle est un peu dans la lignée de ses parents, puis ça se passe bien, puis c'est absolument pas un drame, tu sais, fait que de dire que nous sommes tous et toutes des transfuges, je trouve que ça invalide un peu la démarche des transfuges, mais après ça, tu sais, je te disais tantôt, je veux pas invalider la lecture de quiconque, mais en même temps, sur le plan statistique, c'est quand même pas vrai qu'on est tous des transfuges. Non. Là, mais dans les faits, les gens ont pris ton œuvre puis en ont fait ce qu'ils veulent. Tu sais, comme mes parents ont adoré Rue Duplessis, mais pas pour les mêmes raisons que moi. Moi, parce que j'ai un peu ton... Tu sais, moi, le restaurant chinois, c'était des chats chez nous. Puis tu sais, je reconnais un peu ces traits-là. Pas des parents très scolarisés, mais des parents quand même pas mal plus scolarisés que leurs parents, pas mal moins. Tu sais, c'est ça. Donc, mes parents avaient déjà cette impression-là d'être partis de pauvreté à classe moyenne. Et moi, ben, j'ai un peu Fait que, c'est drôle parce que les deux, on a aimé les livres, mais pas pour les mêmes raisons. Ça, c'est... je t'avoue que ça, je trouve ça fascinant. Puis même les gens qui n'en sont pas des transfuges, parce que ces gens-là, ils sont venus aussi des fois dans des causeries, puis ils me disent... tu sais, on n'a jamais eu d'expérience concrète de la pauvreté, mettons. Mais là, on en a eu une dans le livre, on l'a ressenti, puis merci pour ça, tu sais. Fait que ouais, je pense qu'on peut le lire de toutes sortes de manières, puis c'est le cas de bien des livres, tu sais. Je veux dire, on peut regarder ça avec toutes sortes de paires de lunettes, là. Clairement, puis même avec le même livre à différentes époques, tu sais. Faire l'exercice de relire un vieux livre qu'on a trippé. Notre cerveau a évolué, fait qu'on le perçoit pas de la même façon. Puis tu sais, ce que j'aurais le goût de te dire là-dessus ou d'ajouter, c'est que est-ce que je suis content d'avoir publié ce livre-là à cet âge-là, après être passé de la honte première à la honte seconde, mettons. Parce que si je l'avais écrit il y a 15 ans, mettons, j'aurais été pogné dans une colère puis une amertume. Puis là, je pense que le public n'aurait pas embarqué. Puis moi-même, je pense que j'aurais pas été fier de ce livre-là parce que ça aurait été une charge contre des individus. Alors que maintenant, je sais bien que les inégalités, quelles qu'elles soient, sont le produit de notre société. C'est pas un règlement de compte. Ben non, si je veux rendre des comptes. Comme sociologue, tu penses-tu qu'on va, à un moment donné, voir un détransfugeage de classe? Tu sais, moi, je trouve que je travaille avec des kids il y en a une couple qui vont moins à l'école que leurs parents, qui n'auront pas accès à la propriété, qui ont moins de... Tu sais, j'ai l'impression qu'on s'en va peut-être dans l'autre sens avec une batch, une cohorte. Ben, tu sais, on m'a souvent dit, ben, tu sais, avec l'évolution sociale, puis tu sais, probablement que dans 15 ans, il n'y aura plus de transfuges. Moi, j'ai l'impression que le concept de voyage social, mettons, appelons-le autrement, là, de voyage d'un monde à un autre, ça va toujours exister, mais il va s'incarner d'une différente manière, tu sais, selon les époques. Tu sais, je veux dire, l'inflation, en ce moment, fait en sorte qu'il y a un paquet de gens qui vont prendre une débarque sur le plan de l'échelle économique, là, tu sais, par rapport à leurs parents. Fait que ça, dans 15 ans, humainement parlant, ça sera pas le fun, mais ça va faire des bons récits de transfuges, tu sais. À l'envers un peu. Ouais, c'est ça. Je me rends compte que j'oublie le Kodak puis les micros, je sac. Mais on a le droit chez Urbania. On est comme très edgy. C'est ça, mais... Tu peux prendre ta casquette si tu veux. Tu peux fumer une clope, hein? Je trouve ça... Non, ça fait longtemps que... Ouais.
OK. On a fumé un cigare, moi, puis Hakim. Ouais. Ben là, je veux dire, ça allait de soi avec Hakim. J'ai pas le choix. Là. Ouais. Est-ce que le GP Plo de Rosemont pourrait se tenir avec celui de Drummond? Est-ce que ces deux rencontres-là, ces deux mondes-là, la rencontre, tu y crois vraiment? Je sais que t'es un vieux chum. Ouais. T'évoques dans la pièce, mais est-ce que... J'en évoque deux dans le livre, ouais. T'es le premier qui me pose cette question-là. Ben, je suis le meilleur. Vraiment, merci. Non, mais c'est pas une joke, là. C'est le premier qui ose aller là où je sais pas comment le nommer. C'est une chose à laquelle je tiens. Au cours des prochaines semaines, prochains mois, reprendre contact avec ces deux amis-là, entre autres, dont je parle dans le livre, puis il y en a un qui est évoqué dans la pièce. Je pense que c'est tout à fait possible d'être amis, malgré le clash de valeurs, parce que, tu sais, clairement, ces deux personnes-là, puis un certain nombre d'amis de Drummond, je pense qu'ils ne se reconnaissent plus en moi, puis moi, je ne me reconnais plus en eux. Mais il y a l'amitié comme valeur refuge, je pense, qui nous relie. Puis, tu sais, je le dis dans la pièce, puis dans le livre, ces deux gars-là, ils m'appelleraient à 3 h du matin, peu importe si je débarque avec mon char ou ce qu'ils sont, je vais les aider, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui va au-delà de... Ouais, des valeurs, puis des prises de position, puis tout ça. Mais c'est pas évident, tu sais. Moi, mon vieux monde, oui, dans ce temps, c'est circonstanciel à une époque, mais aujourd'hui, oui, pour peut-être pour me dire que je suis resté un bon gars, mais en même temps, je peux pas dire que je suis stimulé, puis pas comme si je suis un grand érudit, mais on ressasse des vieilles affaires, mais on progresse plus bien ensemble dans la même direction. Je peux comprendre, mais tu vois... C'est un ami à moi, Hugo Latulippe, il est de notoriété publique, je vais le nommer, qui m'a donné à un moment donné cette idée-là. Il dit, tu sais, dans certains cas, des fois, il faut pas essayer de se tuner sur le canal de la tête. Il faut se tuner sur le canal du cœur avec ces gens-là. Pas avec ces gens-là, dans la vie en général. Oui. Quand il y a une situation conflictuelle ou quoi que ce soit, des fois, tu arrives à la conclusion que tu peux pas te réconcilier, tu peux pas réconcilier les récits divergents, mais par le cœur, tu peux peut-être arriver à quelque chose. Puis, tu sais, c'est ça, ces gens-là, je les aime vraiment d'un amour important. Puis je pense que, oui, je pourrais être en relation d'amitié sur la base de ce canal-là. Puis t'as raison, tu sais, moi aussi, des fois, je me dis que je devrais rappeler un tel, puis ces gens-là prendraient une balle pour moi alors que mes amis étaient là. Pas tant, là, tu sais, moins. Exact, ouais. Ben, puis, tu sais, l'ami dont je parle dans la pièce... dont le nom a été changé dans la pièce d'ailleurs. Il m'appelle à toutes mes fêtes, puis il m'a appelé à ma fête encore cette année. Puis il en demande pas plus, là, c'est juste... C'est comme... Mais il sait, tu vis ta vie. C'est crissement important. Oui, c'est important. C'est important pour lui, c'est important pour moi. Oui, ça c'est beau. Des gens de qui tu sais le numéro de téléphone par cœur, c'est précieux. Toujours le sociologue, je te pose une question. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'avant, une tribune, c'était réservé à une élite intellectuelle. Les réseaux sociaux donnent une tribune à tous ces gens-là qui étaient un peu des sans-voix avant. Tu vois ça d'un bon œil, mauvais œil? Parce que je trouve que ça joue dans l'espèce de côté transfuge de classe. Tout le monde, maintenant, voit au chapitre. J'aurais envie d'apporter une nuance. Et les réseaux sociaux, c'est une affaire. Moi, ce que j'ai envie qu'il se passe, c'est que ces voix-là se rendent dans les canaux plus traditionnels, tu sais, de médias. À commencer par ma propre émission, tu sais. Je veux dire, je pense sincèrement que la vision du monde de mon père mérite d'être entendue. 100%. Il y a un regard intuitif sur le monde, poétique, puis j'insiste, poétique, à sa manière, comme les gens de l'île aux Coudres, d'ailleurs, pour la suite du monde. Tu sais, c'est des visions du monde qui méritent d'être entendues, mais on les entend pas. Oui. Puis, fait que, oui, sur les réseaux sociaux, ils ont leur place, mais je pense que dans les canaux traditionnels, ça mériterait qu'on leur accorde une plus grande place. Puis, tu sais, je le dis dans le livre, malheureusement, je trouve que trop souvent, on entend ces gens-là ramasser, clipper dans des vox pop quand le temps des élections arrive, puis on va avoir leur position, puis c'est comme clac-clac, mais on enlève tous leurs préjugés, puis tout ça. Il y a un petit côté bête de cirque aussi. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve qu'on se parle entre nous autres beaucoup dans les médias, très plateau-centriste. Tu regardes juste les line-up de nouvelles émissions. Bon, ben on va recevoir Louis-José Hood, Véro Cloutier. Puis à un moment donné, on tourne en rond, puis c'est ça. Je pense qu'une partie de la solution de sortir de nos so-called chambres d'écho, c'est d'aller
d'aller jaser avec mon frère en construction, Mirabel, puis ces gens-là, c'est du vrai monde. Là. Ben, c'est du vrai monde, puis tu sais, c'est d'avoir la curiosité de l'autre aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est super important, puis à mon émission, à réfléchir à voix haute, je veux le faire, puis pour vrai, je pensais pas y arriver, mais avec le livre, j'ai réussi en partie à entrer en dialogue avec ces gens-là, tu sais, fait que écoute, je pense que... En tout cas, moi, ça me donne espoir pour la suite. Ouais, elle mérite d'être entendue, cette voix-là. En quoi ton passé influence ton rôle de père? Ce background-là, ce bagage-là? Eh boy. Ben, de toutes sortes de manières. Tu sais, je te dirais que ce que j'ai envie d'aborder avec toi par rapport à ça, c'est ce monde-là d'où je viens, puis je veux pas généraliser. Moi, j'ai grandi dans un environnement, puis je sais qu'autour, c'était beaucoup ça. T'sais, dans nos coffres à outils pour gérer nos émotions, il y avait beaucoup... Il y avait peu de choses. Il y avait entre autres... Mais il y avait surtout la colère. Je vais y arriver. Puis, tu sais, moi, on m'a appris à gérer plein de situations avec la colère. Puis ma plus vieille a 18 ans. Mon plus jeune a 9 ans. C'est sûr que dès que j'ai été père, je me suis dit, faut que ça disparaisse éventuellement de ma vie. Puis là, j'en suis rendu à un stade où la colère, maintenant, je pense que j'ai un rapport très sain avec elle. Je ne la nie pas. Je m'en sers de la bonne façon, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Quand j'étais adolescent, jeune adulte. Fait que je pense que ça m'a fait prendre conscience, pour répondre à ta question, que comme père, j'avais envie de transmettre autre chose que ce qui m'a été transmis. Puis, tu sais, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Puis eux aussi, ils ont appris de leurs parents, tu sais. Fait que... puis j'aurais envie de te dire que par rapport à l'anxiété dont on parlait au début de l'entrevue, j'ai eu envie de péter la chaîne de transmission. Et de la colère et de l'anxiété. Ce sera à eux et elles de me le dire, mais je pense que je suis en train d'y arriver. Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis Rue Duplessis? Y a-tu quelque chose qui est... Là, tu évoques la colère, je pense qu'il y a aussi l'anxiété et tout ça, mais c'était déjà des traits qui étaient réglés dans l'anxiété. Qu'est-ce qui serait le avant-après sortie du livre? Le syndrome de l'imposteur qui a été dimé. Pas fermé complètement, mais tu sais, tantôt je m'en venais ici, puis je me disais, il y a 1 an et demi, je pense que j'aurais eu peur de venir te rencontrer, comme j'aurais eu peur d'aller dans une causerie aujourd'hui, parce que je me disais, les gens sont là pour me démasquer, pour me prendre en défaut. Ils essaient de voir ils essaient de trouver que je suis pas un vrai intellectuel, que je suis pas un vrai auteur. Ça, la confiance du public a contribué à faire en sorte que ça a dimé mon syndrome d'imposteur, mais il est encore là, il va toujours être là, je pense. Ça fait en sorte que je prends pas les choses pour acquises. Non. Mais je me sens quand même pas mal mieux au quotidien. Puis en entrevue au Soleil, tu as dit même que ça avait changé un peu ton regard sur les choses. Tu sais, même le Sportnographe que tu as co-animé pendant 3 ans. Ouais. Tu sais, où c'était un peu, on raillait un peu. Tu sais, tu le ferais différemment aujourd'hui. Oui, absolument. Puis tu sais, ça, je l'ai dit aux gars, à Jean-Philippe Vautier et à Olivier Niquette. Tu sais, à cette époque-là, moi, j'étais pas conscient de ça. Puis c'est ça que je trouve le fun aussi, d'évoluer dans sa propre perception du travail qu'on fait, tu sais. Dans le fond, on se moquait à l'époque de Gabriel Grégoire, de Jacques Demers, d'un paquet de journalistes qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école très longtemps. Puis ces gens-là, on leur tendait des micros, puis c'est sûr qu'ils faisaient des lapsus puis des fautes en ondes, puis nous, on mettait le spot là-dessus, puis on riait d'eux. Puis tu sais, pour vrai, après avoir publié Rue Duplessis, à un moment donné, j'ai fait « Chris, dans le fond, c'est comme si à l'époque, je riais de mon père, dans le fond, tu sais. Puis ça... Je pense que ça m'a vraiment rentré dedans. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pense que je pourrais refaire le Sportnographe, mais je serais critique de ma propre démarche. Puis de l'autodérision. Ouais, puis je pense que j'irais plus du système qui produit ces gens-là que des individus en tant que tels, tu sais. Tu pourrais rire de ton côté très bourgeois de fréquenter la promenade Masson. Ouais. Je te vois jamais sur la promenade, by the way. Moi, je fais toutes mes courses à Outremont, puis je... Ah, c'est ça, OK. Ou tu y vas à Hummer, je pense, au quartier du 30. Ouais, en tout cas, c'est quoi ta place sur Masson? Mettons, t'as sûrement... Pour faire mes courses? Pour faire... Un endroit de prédilection. L'endroit que tu voudrais pas qu'il passe au feu ou qu'il ferme, là. Il y en a quand même une couple là, sur Masson. Je tiens, évidemment, je tiens au Café Lézard, mais
Écoute, les gens le savent, les gens qui habitent dans le quartier, j'ai quand même un spot au Café Pista, là, sur Masson. Moi, j'ai habité pendant un bout sur la 2e, coin Masson. À l'époque, c'était un magasin de bicycles. J'ai déménagé, puis là, c'est devenu un café que je rêvais qu'il apparaisse un jour sur Masson. Fait que j'en profite pleinement. Je suis très souvent là. Fait que je serais pas mal triste d'y passer au feu. Ils sont un peu piqués sur le Wi-Fi, là. T'sais. C'est vrai, ça? Ouais. Ça fait comme... Moi, je suis comme, je vais là, je vais écrire là. Je vais commander des panini jambon brie avec du café. Laissez-moi tranquille. Après 2 heures, ça coûte. Non, c'est pas ça. Ouais, mais... Le reproche est passé. Le reproche... Pista, là, laissez des auteurs créer, s'il vous plaît. Mais pour le reste, Pas le choix de... Écoute, ça va bien, là, on achève, mais j'ai pas le choix de parler un peu de Serge Bouchard. Je veux dire, t'as co-animé quand même pas mal d'années avec lui. 11 ans, émission, c'est fou. C'est quoi l'héritage que ce gars-là t'a légué? Monumental, quand même. Écoute, je te dirais que... J'ai envie de te dire plein d'affaires par rapport à Serge, mais quand on pense à Serge Bouchard, souvent on pense à une voix. Ouais. Mais moi, c'est surtout un regard sur le monde. Pour moi, Serge, c'était un regard très différent des regards que posent les gens sur le monde. Serge, il y avait un objet ou un être humain devant lui. C'était quelque chose d'une grande importance. Il essaie de voir c'était quoi cette chose-là ou qui est cet humain-là devant moi, c'est quoi sa valeur, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Puis je te parle autant d'un troqueur que d'un prof d'université avec 2 postdocs. Fait que ça, d'accorder une grande valeur à ce qu'il y a en face de lui. Fait que ça c'est... il m'a transmis ça, puis maintenant, tantôt on parlait de la curiosité de l'autre. Moi, je m'estime quelqu'un de très curieux de l'autre. J'essaie de pas trop préjuger d'avance les gens qui sont en avant de moi. Puis même quelqu'un qui peut être raciste, mettons, qui est dans ma face, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça dit de lui. Ça parle de ses peurs, ça parle de sa méconnaissance de cette culture-là. Puis ça, c'est clairement un legs de Serge. Sinon, 2 autres choses. Je pense que Rue du Plessis, sans Serge, ça aurait pas eu la même teinte parce que à un moment donné, je le dépose dans le livre, je disais, on lunch à la cafétéria, puis Serge me dit, tu sais que tu pourrais regarder ton passé avec autre chose qu'une paire de lunettes qui te permet de le voir comme si c'était un tas de marde. Tu peux t'acheter une autre paire de lunettes puis regarder ça avec de la beauté. Puis il dit, moi, c'est ça que je fais, je regarde mon passé. Puis il dit, moi, je vais même jusqu'à le magnifier, je te demande pas de faire ça, mais il dit, essaie de voir la beauté qu'il y a là-dedans. Puis ça a vraiment changé mon regard sur mon passé. Puis sinon, Serge, c'est quelqu'un, je vais le dire, là, qui se calissait complètement des apparences. Vraiment. Puis ça, il m'a transmis ça. Ça a été tough à intégrer, mais j'essaie d'être le plus authentique possible maintenant en causerie, en entrevue. Ça va jusqu'aux vêtements que je porte. J'essaie de rester le plus proche de celui que je suis dans la vraie vie pour entrer en contact avec les gens de la manière la plus authentique possible. C'est une force inouïe de s'affranchir de ça à un jeune âge comme le tien, parce qu'il y a des gens qui pognent ça quasiment sur leur ligne de mort de finalement, je me suis fait énervé. T'as des masques et des rôles sociaux, puis tu sais, moi, j'ai 48 ans, le temps passe vite, j'ai envie d'être en contact direct avec les gens, puis ça passe entre autres par ça, je crois, une attitude vraie au monde. Puis Serge, moi, j'ai toujours dit, c'était le même gars, à tout le monde en parle, qu'à l'urinoir, qu'en studio, puis dans son char. Ouais. C'était pas un personnage. À la barre de l'émission Réfléchir à voix haute, tu collabores souvent avec Louise Ariel, Michel Rivard, Robert Lalonde, Hélène David. Des gens plus âgés qui ont une impressionnante feuille de route. C'est important pour toi, la transmission de savoir intergénérationnel de même? En fait, c'est plus qu'important. On en a fait le mandat de l'émission. C'est vraiment une animation intergénérationnelle. Puis, moi, je crois à ça, la relation d'amitié intergénérationnelle. Serge en était un bel exemple. Pendant 11 ans, on a été des amis au-delà du fait qu'on était des collègues de travail. Puis, je crois à ça pour toutes sortes de raisons. Je pense que ces gens-là m'apprennent énormément. Il n'y a pas à dire, là. Mais je suis capable de dire, parce que c'est eux qui me l'ont fait remarquer au fil des ans, que je leur apprends beaucoup. Je suis souvent 25-30 ans plus jeune qu'eux. J'ai une autre vision du monde. C'est une relation, ça le dit, puis ça nous apporte énormément. Puis ça, je trouve que c'est un aspect de notre société qu'on néglige, j'ai envie de le dire de même.
Moi, j'aime ça, avoir des amis de 75 ans, tu sais. Tu sais, Micheline Langto, je considère que c'est une très bonne amie, puis elle aussi, elle considère que je suis un bon ami, puis ça m'apporte beaucoup d'avoir cette personne-là dans ma vie. Richesse, pas juste dans le sens que je co-anime avec Micheline Langto, c'est pas ça, c'est que hey, je vais ramasser ses feuilles des fois chez eux, puis on part sur des discussions, tu sais, que je suis comme, OK, tu sais, sa vision de femme de cet âge-là m'apporte énormément. Là, effectivement, puis à tout le chemin qu'ils ont défriché ces gens-là. Ben oui. Puis après ça n'a pas besoin d'être des gens connus, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai envie d'être ami avec des gens de 75 ans dans mon quartier. Là. Moi, je vais au karaoké avec Patrick Sénécal. C'est comme une vieille personne. C'est ça, il y a 72, lui, je pense, Patrick. Oui, bientôt. Jean-Philippe, t'as passé la vie le cul entre deux chaises. À l'aube de la cinquantaine, t'es-tu confiant d'être sur ton X à un moment donné? Je vais quand même te dire que tu es le premier à utiliser l'expression à l'aube de la cinquantaine. Ben, il faut se préparer. Wow! Mais c'est un privilège de vieillir, oublie pas. Absolument. Wow. My God. J'en ai oublié ta question. Je sais, mais j'en ai oublié ta question. J'ai comme accroché sur la loupe de la cinquantaine. Toi, tu travailles chez Radio-Canada, donc t'es un jeune homme à ton âge, tandis que moi, je suis Urbania, j'ai quasiment une marchette. Là. Ouais, donc, c'est quoi? C'est ce que j'ai Oui, t'as tout le temps été un peu déchiré entre deux mondes. Est-ce que t'es confiant d'être sur ton X à un moment donné? Ben, en fait, je pense que mon X, il est justement entre les deux chaises. Puis c'est d'être en équilibre. Alors qu'avant, j'étais en déséquilibre. Puis, tu sais, je suis vraiment fier de là où je viens. Puis, je suis fier d'être là où je suis maintenant. Puis, tu sais, réconcilier ces deux identités-là puis assumer qu'elles font partie de moi, je pense que c'est peut-être ça, être sur mon X. Puis, je n'ai pas besoin d'attendre à 50 ans. Je pense que je suis en train d'arriver à ça, là. Ouais. Ben, c'était un bonheur de te recevoir. Merci beaucoup. Merci, mon cher. C'était vraiment un grand plaisir d'être ici. Ouais.